Salut Pissom. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour déclencher une révolution vis-à-vis d'un régime insupportable ou la perspective d'un régime nouveau plus supportable. Si on prend certains points, on peut imaginer l'émergence d'une nouvelle classe sociale, une injustice sociale, la découverte d'idées nouvelles, le développement de nouveaux systèmes de communication, l'innovation technologique. Tous ces changements qui peuvent se heurter à des institutions qui n'évoluent pas à la même vitesse. Bref, une révolution vient de plusieurs facteurs. En 1524, on a la convergence de plusieurs de ces facteurs. Une injustice sociale, le servage, dont l'existence est de plus en plus contestée, la diffusion des idées humanistes mettant l'humain au centre de l'existence, une révolution des communications que permet la mise au point de l'imprimerie de Gutenberg, la diffusion, grâce à cette même imprimerie, des idées de la réforme religieuse de Martin Luther qui, à terme, déboucha sur la religion protestante. Des institutions qui ne bougent carrément pas dans le sens des attentes de la population. Mais il faut encore une étincelle. Ce qui va mettre le feu à cette situation explosive et pousser les populations à vouloir renverser le système social. Cette grande révolte a eu lieu au cœur du Saint-Empire romain germanique dont l'Alsace faisait partie à l'époque. À l'origine, le Saint-Empire est un ensemble de royaumes rassemblés autour de la personne de l'empereur, dont les limites ont évolué au fil du temps. Et ces royaumes étaient constitués de différents duchés et autres domaines qui ne cessèrent de se fragmenter au fil des siècles. Et en 1525, cette fragmentation était déjà bien avancée, croyez-moi. Et le dernier lien unifiant l'Empire dans son ensemble, la religion catholique, était mis à mal par le déclenchement de la réforme initiée par l'ancien moine Martin Luther. Mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois que des mouvements de révolte secouent l'Empire. Le soulèvement des montagnards suisses contre la déjà puissante famille des Habsbourg en 1291 en est déjà un premier exemple. Insurrection qui a d'ailleurs réussi puisque la Suisse est née de cette insurrection. Mais plus proche chronologiquement, il y a le soulèvement des Hussites en Bohême qui a résisté à 5 campagnes militaires lancés contre eux de 1419 à 1436 et les Hussites ont su négocier une paix avantageuse pour eux. L'Alsace a également eu droit à son soulèvement. Enfin, pas vraiment un soulèvement parce que la conjuration a été découverte avant que les actions ne soient réellement lancées. Le Bundschuh de Sélestat, en 1493 déjà, visait l'appareil judiciaire de l'époque, à savoir le recours au tribunal diocésain de l'officialité dans les affaires civiles, la suppression des procédures d'appel à la cour impériale de Rottweil, l'interdiction du cumul des bénéfices ecclésiastiques, s'opposer aux taxes et aux impôts et voulait éliminer les Juifs. Oui, l'époque était particulièrement peu propice à la tolérance religieuse et la méfiance, voire la haine des Juifs, était chose commune. Cette animosité envers les Juifs ne va pas se calmer par la suite, bien au contraire. Les conjurés en question furent jugés, 2 d'entre eux furent exécutés, un autre a été mutilé et un dernier a juste quitté la région. Et pourquoi Bundschuh? Qu'est-ce que ce terme? Bundschuh ou chaussure à lacets est déjà à l'époque utilisé pour qualifier les soulèvements ou les complots venant de la classe paysanne ou des bourgeois des villes, au terme de citoyens d'une ville, bourgeois des villes, contre le pouvoir en place, quel qu'il soit. La première fois que ce terme est attesté en Alsace, c'est à Bergheim en 1430. Autant dire que le terme est déjà bien connu à l'époque. Par la suite, de nombreuses tentatives avortées de soulèvement ont eu lieu. On note par exemple la présence récurrente d'un certain Jos Fritz, un serf d'origine d'Untergrambach qui fut à l'instigation de nombreux autres Bundschuh. Le 22 avril 1502, il prévoyait s'emparer avec ses partisans du château d'Obergrambach, prévoyant un soulèvement contre la noblesse, comme l'ont fait les Suisses contre les Habsbourg 200 ans plus tôt. Il fit reparler de lui à Lehen, près de Fribourg,
Et en août-septembre 1517, il mit en place une organisation incluant 163 membres dont les foyers principaux se trouvaient à Saverne, Molsheim et dans les environs de Strasbourg, et dont les ramifications s'étendaient sur 44 à 67 localités et qui prévoyaient rien de moins que la prise de la ville de Saverne, de Haguenau et de Wissembourg avant de demander de l'aide aux confédérés suisses. Il reste que ces différents complots et tentatives de soulèvement furent à chaque fois déjoués par les autorités locales, ce qui montre qu'elle prenait ces affaires très au sérieux. Si tous ces bunshus ont échoué, on a assisté à l'évolution des revendications qui, d'une simple remise en cause du pouvoir de l'Église et d'opposition à une fiscalité jugée trop dure, sont devenues de plus en plus sociales. C'est en tout cas le terme que l'on emploierait aujourd'hui. En 1525, la donne a changé. L'Église chrétienne faisait depuis longtemps l'objet de critiques de plus en plus virulentes, comme l'illustre Geiler de Kaisersberg à Strasbourg. La publication des 95 thèses de Luther en 1517 fut le point de départ de la scission de la chrétienté occidentale et nombreux furent ceux qui s'en inspirèrent. Ils poussèrent la logique jusqu'au bout pour demander plus de justice, non seulement du point de vue religieux, mais aussi dans la vie de tous les jours, comme le professa un des anciens partisans de Luther, devenu par la suite son ennemi, Thomas Münster. Ce n'est pourtant pas en Alsace que l'étincelle du début du conflit a pris, mais dans le sud de la Forêt-Noire, le 23 juin 1524, jour de la Saint-Jean, à Stühlingen, et pour une affaire ce qui a été retenu par la suite, c'est que la comtesse Hélène de Lüpfen avait exigé de ses sujets, malgré le jour férié et la saison des moissons, d'aller ramasser des coquilles vides d'escargots. Ce n'est pas une blague. Apparemment, selon ce qui a été enregistré au tribunal, la comtesse n'en était pas à sa première exigence. Entre la cueillette des morilles, le portage du gibier abattu par la seigneurie, le ramassage des fraises, la liste est longue. Et ce dernier caprice était probablement celui de trop. Et lorsqu'on a voulu contraindre les paysans par les armes, ils se sont armés et sont montés au château, entraînant avec eux les villages voisins. L'affaire s'envenima et les paysans élirent un capitaine, un certain Hans Müller. Un accord fut pourtant trouvé en septembre 1524, mais il ne contenta pas tout le monde et la partie la plus radicale des révoltés, menée par Hans Müller, partit pour une marche entre le Breisgau et la Forêt-Noire. Il fallut attendre février 1525 pour voir réellement le soulèvement prendre une plus grande ampleur avec les soulèvements paysans et bourgeois qui commencèrent à Kempten. C'est la traînée de poudre. Les bandes paysannes se forment un peu partout en Souabe et en Franconie, mais le mouvement gagnait également des villes de plus ou moins grande importance où les bourgeois se soulèvent aussi et font cause commune avec les paysans. De petites villes comme Windheim, Mergertheim ou encore Nördlingen, en somme, nous sommes en présence d'un véritable mouvement populaire. Mais il n'y a pas eu que les paysans, des bourgeois. Attention, encore une fois, le sens de bourgeois n'est pas le même que celui que l'on entend aujourd'hui. À l'époque, on peut traduire bourgeois par habitants des villes. Après, tous ne suivent pas le mouvement, comme Martin Luther, père de la réforme religieuse dont les insurgés se réclament pourtant, et que ses ennemis accusent d'avoir été un des artisans du soulèvement. Tout au contraire, Martin Luther désapprouve le déferlement de violence. Il appelle les paysans à la retenue, tout comme les nobles, qu'il accuse d'avoir encouragé la révolte par leurs abus, et il demande à chercher un compromis. De même pour les prédicateurs de Strasbourg, dont Martin Bucer, qui exhorte les paysans à déposer les armes et à rentrer chez eux. Pareil pour les personnalités du courant philosophique humaniste, comme Erasme ou Beatus Rhénanus, ignorant du monde paysan et qui penchent plutôt du côté du pouvoir en place. Mais de la contestation paysanne va émerger quelque chose de nouveau, dépassant les frontières des comtés, duchés et autres seigneuries se voulant plus universel. Un programme portant les ferments d'une volonté de réforme de la société tout entière. Le 6 mars, les bandes paysannes allant du lac de Constance, de l'Allgäu et de Baltringen se réunissent à Memmingen et se proclament Union chrétienne. Cette union proclame le 20 mars les 12 articles de Memmingen qui furent repris par différents mouvements insurrectionnels. Le premier article proclame l'autonomie des paroisses et le droit de choisir son propre pasteur dans l'esprit de la réforme luthérienne. Le deuxième article concerne l'acceptation de la dîme, impôt payé pour l'Église, et son encadrement par la communauté, rejetant son usage pour des pratiques autres
et il rejette aussi les petites dîmes. L'article 3 proclame la fin du servage. Il faut comprendre ici l'idée de mettre un terme à des obligations qui n'ont plus lieu d'être car complètement dépassées. Les articles 4 et 5 proclament la liberté de chasser, de pêcher et de se servir librement de bois de chauffage et de bois de construction dans les forêts qui auront été restituées aux communautés par les clercs et les laïcs qui se les sont appropriés. Les articles 6, 7 et 8 dénoncent les différents abus en termes de corvée, de charges et de redevances, demandant un retour à une situation plus juste. L'article 9 dénonce les nouveaux règlements et la disproportion des punitions. L'article 10 critique la prise de possession et la privatisation des communaux. L'article 11 réclame la suppression de la main morte, qui est un droit qu'il faut payer pour toucher son propre héritage et accéder de fait à la liberté d'hériter. L'article 12, lui, est surtout une proclamation de conciliation au cas où certains articles ne seraient pas conformes à la loi divine, tout en confirmant la détermination des insurgés. Ce programme sert dès lors de base à tous les insurgés paysans de l'Allemagne centrale et méridionale et sera adapté selon les lieux et les circonstances. Sera complété, le nombre d'articles va varier. Il y a eu un programme de 14 articles en Thuringe, 13 articles dans le Palatinat et jusqu'à 31 articles dans l'électorat de Mayence. Alors, lorsqu'on lit ces articles, aujourd'hui on trouverait ça un peu surfait. Mais il faut se rendre compte de ce que ça implique à l'époque. C'est la première fois en Europe qu'un programme commun est rédigé entre des bourgeois, des habitants des villes donc, et des paysans, des habitants des campagnes. Et en plus, il dépasse les limites traditionnelles ducales, comtales ou seigneuriales et tente de toucher à quelque chose de plus universel. C'est la première fois que des laboratores, le troisième ordre, ceux qui travaillent, s'emparent d'un tel concept. En attendant, les bandes armées paysannes progressent en Allemagne centrale. Des villes d'importance comme Mühlhausen, sous l'impulsion du réformateur Thomas Münster, qui met en place une municipalité appelée Conseil éternel le 17 mars, Mayence qui se soulève le 25 avril rejoignent le mouvement et les pillages d'établissements religieux se multiplient, comme la prise de l'abbaye impériale d'Elchingen le 2 avril. Le 16 avril, face à la révolte, une tentative de conciliation sous la forme d'un traité de paix est signée entre les bandes paysannes de la Haute-Souabe et la noblesse locale, menée par Truchès von Waldburg, et dont on pense alors qu'il va faire jurisprudence, d'autant plus qu'il est particulièrement favorable aux révoltés. Serait-on alors à la veille d'une victoire du mouvement révolutionnaire venant de ceux qui travaillent ? Mais en attendant, qu'est-ce qu'il en est de l'Alsace ? Quelle est sa place dans ce mouvement révolutionnaire ? Est-ce qu'elle reste bien sagement en retrait ? À première vue, on pourrait le croire. Mais en sous-main, la révolte gronde. En effet, les 12 articles se diffusent dans la région et servent la préparation d'une future insurrection qui commence à se planifier, même s'il y avait déjà des signes avant-coureurs. Le 3 avril a déjà eu lieu un rassemblement de paysans regroupés autour du prédicateur Clément Ziegler. Mais c'est durant la semaine sainte, la semaine pascale du 12 au 16 avril que l'insurrection éclate en Alsace. Si du nord au sud de l'Alsace actuelle s'organisent plusieurs bandes paysannes, c'est à Dorlisheim, ici donc, le 13 avril que tout commence réellement. En ce jour du jeudi saint, 13 avril, un personnage central de l'insurrection fait son apparition dans les chroniques. Un certain Erasme Gerber, dont on ne saura jamais que peu de choses, mis à part son rôle central dans l'insurrection. On sait qu'il exerce le métier de tanneur à Molsheim, qu'il est marié et a des enfants. Et il s'avère être un homme dynamique, ambitieux, rusé et organisé. C'est un meneur d'hommes qui est convaincu du bien fondé des idées portées par l'insurrection. Il fait son entrée sur la scène historique ce 13 avril 1525 en invitant dans une lettre l'ancien Schultheiss de Marlenheim à un rassemblement prévu le lendemain à Dorlisheim. Un Schultheiss étant le représentant d'une autorité seigneuriale, on comprend qu'il est déjà considéré comme un meneur. Les choses se concrétisent à Dorlisheim donc, où effectivement le lendemain affluent les agriculteurs et les vignerons de la région comprise entre Bar et Marlenheim. Un envoyé de la ville de Strasbourg n'arrive pas à se faire entendre et encore moins à désamorcer la situation, ses appels à la dispersion restant sans effet. Le 15 avril, alors que les paysans écoutent un prédicateur commenter les 12 articles de Memmingen, la nouvelle de l'arrestation par le chambellan de l'évêque de Strasbourg de 2 prédicateurs et d'un cordonnier favorable à leur cause les décide à passer à l'action. Le 16 avril, jour du dimanche de Pâques,
La troupe de Dorlisheim, renforcée par des contingents venus de Marlenheim, de Kirchheim et de Greifswiller, s'empare de l'abbaye d'Altorf. La nouvelle de la prise de cette abbaye est un signal pour la formation des bandes paysannes sur l'ensemble du territoire de l'actuelle Alsace et même au-delà. Outre la bande paysanne d'Altorf, qui va se renforcer et inclure Marmoutier dans son champ d'action, on va voir apparaître la bande de Clébourg et de Neubourg et Lichtenau dans le nord. La bande de Stephanfeld, celle de Honcourt, celle de Ebersmünster, celle du Val de Villers, celle de Peri-Alsbach dans le sud de l'Alsace, puis la bande du Haumunda, de Absheim, de Rixheim et du Sundgau dans le sud. Plus encore, la bande de Herbersheim va prendre de l'importance dans le Westrich, celle de Strutzelbronn et Nuss et Duisdorf-Geilweiler dans le Palatinat actuel, et dans le sud, l'insurrection va même faire tache d'huile avec les bandes du Val de Chaux et de Montreux-Grosne dans la région de Belfort. Il a été prouvé en revanche que ce soulèvement n'avait rien de spontané. Il était planifié et il y a des indices qui le démontrent. Déjà le 12 avril, lorsque le Landvogt de Haguenau a annoncé à Strasbourg que les conjurés ont déjà des chefs, des porte-drapeaux, des sergents et tout ce qui accompagne une mobilisation armée. Ensuite, les soulèvements paysans se sont déroulés quasi systématiquement du nord au sud de l'Alsace en profitant de la semaine de Pâques où les rassemblements n'étaient pas suspects et les lieux de rassemblement se trouvaient à une heure de marche les uns des autres. Il ne manque sur la carte que Strasbourg et Colmar pour compléter le dispositif. Les comploteurs ont probablement pensé que le petit peuple de ces deux villes se rallierait automatiquement à l'insurrection et les pousserait à rejoindre le mouvement insurrectionnel, ce qui ne fut pas le cas. À Colmar déjà, les hésitations des comploteurs et la réactivité des autorités de la ville empêche le ralliement et à Strasbourg, les autorités de la ville libre d'Empire s'efforcent de rester à l'écart de l'insurrection, naviguant entre sanctions et rappels à l'ordre de ses ressortissants et tentatives de conciliation. Les autres villes alsaciennes de Haguenau, Sélestat, Rouffach et Mulhouse font en sorte de rester en dehors du mouvement, mais d'autres comme Wissembourg, Molsheim, Saverne, Obernai, Ribeauvillé, Kaisersberg, Thann ouvrent leurs portes aux paysans, que ce soit maintenant de bonne foi ou sous la contrainte. Pour ajouter un point sur une organisation préparée à l'avance, les instances dirigeantes des bandes sont en place dès le début du mouvement et elles ont une organisation administrative bien rodée. Mais les bandes paysannes ne se contentent pas juste de se rassembler ensemble et de faire des sit-ins en débattant de la meilleure manière de changer le monde. Elles ne veulent plus attendre la mort et une meilleure répartition des richesses dans le paradis. Elles veulent, comme l'indiquent les 12 articles de Memmingen, un meilleur monde, là, maintenant, sur Terre. Et autant vous dire que les monastères et les abbayes sont leur cible privilégiée, l'atmosphère étant clairement à la chasse aux moines et aux curés accusés de s'engraisser sur le dos de la paysannerie et de mener une vie en contradiction avec le principe de la vie monastique. Le pillage systématique de ces lieux de culte est une façon pour les paysans de récupérer ce qui leur est dû, l'Église possédant un tiers des terres cultivables et les redevances qui vont avec. Il faut se rendre compte du choc que ça a pu être, autant pour les moines et les moniales de ces monastères que pour la société en elle-même. Ce sont des lieux qui, en théorie, étaient protégés au nom de la sauvegarde, une interdiction formelle d'y toucher. Et donc, malgré cette protection dont bénéficiaient les ecclésiastiques durant le Moyen-Âge, ils se voient pris d'assaut, occupés, pillés et profanés dans des proportions inédites. Et la liste est longue. Thann, Altorf, Ebersmünster, Herbitsheim, Saint-Michel de Honcourt, Lucelle, Marmoutier, Neubourg, Stephansfeld, Truttenhausen, Neuvillers, Péry, Marbach, etc. Sans compter des maisons religieuses situées dans les villes qui sont elles aussi attaquées et pillées. On assiste à la destruction d'images, à la profanation des autels, au saccage des ornements et du mobilier, des archives et des bibliothèques. Plus encore, le vol de denrées et d'objets précieux. Mais attendez, ce ne serait pas un pillage anarchique, mais là encore, une prise bien organisée et documentée par les bandes paysannes elles-mêmes et qui firent de certains de ces monastères des bases permanentes dont elles prirent le nom. Certaines de ces maisons religieuses sont détruites et plusieurs ne s'en relèveront plus. Pourtant, on ne note pas beaucoup de violence physique. Effectivement, les religieux réussissant assez souvent à s'enfuir rapidement avant la prise de leur domaine. On note tout de même un mort à Saint-Maurent, mais à Lucelle, c'est un moine qui tue un assaillant. Un partout. On touche moins les châteaux, ce qui est une particularité à souligner. Dans les autres régions révoltées du Saint-Empire romain germanique, les incendies de châteaux furent nombreux. En Alsace actuelle, cependant, on n'en compta que 3,
3 châteaux pillés et 2 autres brûlés. Revenons maintenant à la chronologie et à la suite des événements. Du 4 au 11 mai se tient une assemblée générale des bandes paysannes que l'on appelle aujourd'hui le Congrès de Molsheim. Plusieurs bandes y sont représentées, à laquelle se rejoignent des représentants venant de bandes venues de Lorraine, du Sundgau et de la rive droite du Rhin. Le Congrès, constatant que leurs revendications n'ayant pas été entendues, il décrète la mobilisation générale, adoptant un règlement militaire pour les opérations qui s'annoncent. D'ailleurs, justement, il ne faut pas voir les paysans insurgés comme des gens incapables de faire la guerre. Hans Müller, chef militaire des paysans en Souabe, est un ancien militaire. La culture militaire en Alsace est loin d'être absente. La militarisation des campagnes est un fait depuis les guerres de Bourgogne qui ont eu lieu 50 ans plus tôt. Et les milices locales peuvent être projetées assez loin, comme celle du Sundgau autrichien qui furent envoyées jusqu'en Italie. La preuve en est l'organisation des bandes paysannes qui semble avoir été calquée sur celle des armées en campagne. Du point de vue de l'armement, ils disposent de nombreuses armes d'ast comme des piques destinées à briser les chars de cavalerie, mais aussi des masses, des vouges et des hallebardes. Ils disposent aussi d'un certain nombre d'armes à feu comme des arquebuses, mais aussi, plus rares, de canons de campagne. En fait, il ne leur a manqué réellement qu'une cavalerie et une artillerie plus nombreuses, mais dans l'ensemble, ils formaient un tout cohérent, armé et commandé correctement par des chefs et des états-majors, ce qui en fait des adversaires de taille face aux partisans de l'ordre ancien. Car oui, le Congrès de Molsheim est déjà conscient que de l'autre côté des Vosges, le duc de Lorraine Antoine et son frère le duc Claude de Guise commencent à mobiliser leurs troupes. Et nul doute que leur but est de mater la révolte en Alsace. Dans cette partie, je ne vais pas détailler en profondeur toutes les tactiques militaires employées durant la campagne du duc Antoine de Lorraine en Alsace, mais plutôt les grandes lignes. Déjà, quel intérêt pour le duc de Lorraine d'entamer une campagne militaire de grande ampleur? C'est que cette révolte, que l'on imagine toujours circonscrite à l'Alsace, vient également l'embêter, lui. Déjà dans ce que l'on appelle le bailliage d'Allemagne, qui correspond aux terres germanophones qui dépendent du duché de Lorraine. Dans ce bailliage sévit la bande d'Herbitzheim qui a pillé des maisons religieuses. De plus, le duché de Lorraine possède des terres en Alsace, à savoir un quart de la propriété de l'abbaye de Marmoutier dans le cadre d'une co-seigneurie, mais aussi le village de Saint-Hippolyte et la vallée de la Liebvietre. Sans compter que les paysans tentent également de s'emparer de Saint-Dié. Il ne semble pas qu'il intervienne pour secourir la noblesse alsacienne, étant donné qu'il ne s'est même pas concerté avec elle. Non. Apparemment, ça lui permet déjà d'en finir avec l'agitation qui déborde sur ses territoires, mais il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. Ça lui permettrait de faire une démonstration de puissance vis-à-vis des autres seigneurs lorrains, de se poser en champion du catholicisme et du système féodal pour être bien auprès du pape et de l'empereur, mais aussi de poser ses pions pour faire de la Lorraine un État souverain. Toujours est-il que l'armée lorraine se regroupe à Vic-sur-Seille le 6 mai avant de fusionner avec les troupes françaises amenées par son frère Claude de Guise à Dieuze le 12 mai. On parle alors d'une armée de 12 000 hommes. De leur côté, les paysans se mobilisent aussi et cherchent à barrer le chemin au duc Antoine à Saverne. Erasme Gerber entre à Saverne le 13 mai avec 1 millier de paysans, amenant également des renforts venant de Darstein, de Schirmeck, du Korosberg et de Marmoutier, alors que la veille, les conseillers de la régence de l'évêque de Saverne ont fui à Haguenau. La ville est mise en état de défense. Un camp avancé est placé à Rottembourg et un autre à Neuvillers. Le duc de Lorraine met le siège devant la ville de Saverne le 15 mai. Ce qui n'empêche pas d'autres bandes paysannes de tenter de venir en renfort aux paysans réfugiés dans la ville. Si le 15 mai, une première bande est dispersée à Rottembourg, une autre, forte de 4000 paysans, affronta l'armée lorraine à Lubstein. Ce fut la première confrontation et une défaite cinglante des paysans. L'armée du duc Antoine n'a pas fait de quartier puisqu'on compterait près de 6000 victimes, les paysans armés auxquels il faut ajouter les femmes et les enfants. Le lendemain, une nouvelle bande paysanne fut dispersée à Bouxwiller. Piégés dans Saverne, alors que toutes les tentatives de briser le siège ont échoué, les paysans proposent de capituler aux conditions imposées par le duc de Lorraine. Les paysans, après avoir déposé les armes,
sortent de la ville avec un bâton blanc en main en signe de reddition. Puis, selon les témoignages, une rixe éclate entre un Lorrain et un paysan et c'est la mêlée. Les paysans se font massacrer par les Lorrains. Ils tentent de retourner se réfugier dans la ville, mais l'armée lorraine réussit à forcer le passage et c'est le massacre. Les chefs de l'insurrection, retranchés dans le château de Saverne, finissent également par être pris. Erasme Gerber est pendu à un arbre en dehors de la ville, tandis que les rues de Saverne voient s'amonceler des centaines de cadavres. On parle alors de 16 000 morts et de 6 000 paysans faits prisonniers. À ce moment-là, la bataille semble avoir porté un coup décisif à l'insurrection en Alsace. Et le but de l'armée lorraine, après avoir restauré l'autorité ducale à Marmoutier, est globalement de retourner en Lorraine du fait de difficultés logistiques naissantes et ignorant les événements dans le Sundgau. C'est donc au dernier moment, le 20 mai, que l'état-major lorrain apprend la présence à Chervillers d'une bande de 8000 paysans, bien décidés à lui barrer le passage du Val de Villers et donc du chemin prévu pour rentrer en Lorraine. Il est alors décidé de livrer bataille le jour même, dans la soirée avant la tombée de la nuit. Et on parle ici réellement de bataille. Pas d'une bande paysanne surprise en mouvement ou d'un massacre perpétré sur des paysans désarmés à l'avance. Non, ici les protagonistes sont présents, préparés et veulent en découdre. Une première confrontation a lieu au village de Chervillers, qui est incendié, mais où les soldats lorrains ne purent rester, obligés de se replier face à une contre-offensive des paysans. Le véritable assaut est lancé à 18h. Si la première ligne des paysans alsaciens est vite submergée, l'armée de Lorraine voit 3 assauts se briser sur la ligne de défense principale. Elle cède cependant à la 4e attaque et à partir de là, c'est le massacre. Les paysans sont poursuivis jusque sous les murs de Sélestat, situés à quelques kilomètres du champ de bataille. On parle alors de 6000 morts au total pour les paysans et de probablement 500 morts côté lorrain. Pourtant, loin de continuer, le duc de Lorraine s'en tient à son plan de repli. Il serait difficile pour lui de poursuivre à des effectifs réduits et il rentre avec son armée en Lorraine. Et alors, tout est fini? Si pour l'Alsace du Nord et du Centre, l'insurrection est bel et bien achevée, terminée et écrasée dans le sang, elle continue ailleurs. La lutte se poursuit donc dans le sud de l'Alsace, mais la nouvelle des victoires en Lorraine, mais aussi en Allemagne centrale, où les insurgés ont également dû faire face à de cuisantes défaites, n'est pas pour rassurer les paysans révoltés du Sundgau. Bien au contraire, ils sont désormais isolés. D'autant plus que Martin Luther, pour en revenir rapidement à l'inspirateur de la réforme religieuse, s'était alors complètement détaché de l'insurrection paysanne. Il publia le 10 mai un pamphlet contre les insurgés, persuadé que Satan lui-même était à l'œuvre derrière l'insurrection. Wider die mörderischen und räuberischen Röten den Bauern, dans lequel il encourage l'usage de la force dans le rétablissement de l'ordre. Les confédérés suisses proposent alors leur médiation pour permettre l'établissement d'une trêve début juin 1525 dans le Sundgau, mais elle n'est pas renouvelée le 20 août. Le vent est en faveur de la répression des nobles et l'archiduc Ferdinand d'Autriche, maître en titre du Sundgau autrichien, ne voit probablement pas l'intérêt pour lui de reconduire la trêve. Bien au contraire, il lance la répression par un premier coup de main contre Battenheim le 21 août, malgré les appels des confédérés suisses à la négociation. Heinrich Wetzel, chef de la bande du Sundgau, appelle alors à reprendre les armes, mais les conditions ne sont alors plus les mêmes qu'au mois de mai, lorsque les villes, Soultz, Guebwiller, Wattwiller, Cernay, Thann, Saint-Amarin, Masvaux, Altkirch, avaient accepté de prêter serment. Désormais, elles tournent le dos aux paysans révoltés. La bande du Sundgau échoue devant Wattwiller le 6 septembre, dernière bataille de la révolution paysanne en Alsace. La bande paysanne du Sundgau se disperse à Leimbach le lendemain. C'en est alors fini la révolution paysanne en Alsace, mais elle se poursuit ailleurs avec plus ou moins de bonheur, enfin, beaucoup de malheur, puisque les révoltés enchaînent les échecs. Ils sont battus à Königshofen le 2 juin, Würzburg le 4 juin, Federsheim le 14 juin et finalement à la bataille de Rafzerfeld le 4 novembre. Pourtant, la révolte ne cesse pas. Elle s'était étendue au Tyrol en mai 1525 où les mineurs et les paysans, officieusement soutenus par le duc de Bavière d'ailleurs, se sont soulevés contre l'archevêque de Salzbourg, Matthäus Lang von Wellenburg. Les révoltés réussirent l'exploit d'offrir non seulement la seule bataille gagnée par des paysans, celle de Schladming le 3 juillet 1125, mais aussi un accord de paix qui leur est particulièrement favorable le 31 août. Accord que l'archevêque se garda bien d'appliquer entièrement, refusant d'associer la communauté au pouvoir
tandis que la question religieuse restait taboue. En avril, la rumeur de l'arrivée d'une armée venant de Bohême relance la révolte qui s'achèvera sur l'échec du siège de Rastatt le 2 juillet 1526. Et ici aussi, la répression après la révolte fut très dure. On ne secoue pas impunément l'ordre social. Comme vous pouvez vous en douter, après l'échec de cette première révolution de l'Europe moderne, les protagonistes ne vont pas juste se séparer en se lançant de grandes tapes dans le dos. Les vainqueurs, la classe dirigeante du clergé et de la noblesse, ne veulent pas en rester là. La répression du mouvement est inversement proportionnelle à l'espoir qu'elle a suscité de changer l'ordre social. La Ligue Souabe, l'alliance commandée alors par Jörg Truchsess von Walburg et qui a permis le rétablissement de l'ordre entre le Rhin et la Bavière, met en place des Bundespatrouillen, chargées de ratisser le pays pour éviter une reprise du conflit. Elles ont rapidement acquis une très mauvaise réputation, razziant le pays déjà épuisé par la guerre. Les modalités de répression dans l'ensemble des contrées qui se sont soulevées ont été inspirées par des dispositions mises en place par la Ligue Souabe. Les paysans doivent rendre leurs armes, ne plus se réunir secrètement, prêter serment de respecter l'ordre ancien, réparer les dommages, s'acquitter d'une amende de 6 florins par foyer et livrer les coupables de l'insurrection. Aussi, les maisons des fuyards doivent être détruites et leurs familles expulsées. Les cloches des églises doivent être enlevées. Les tours et cimetières fortifiés détruits et les biens des églises doivent être rendus. On assiste aussi au retour dans le rang des villes qui ont fait cause commune avec les révolutionnaires. La soumission des villes de Basse-Alsace à leur seigneur s'achève le 12 juillet, quand Wissembourg se rend au comte palatin Louis V, et il faut attendre la fin de l'hiver pour que toutes les villes de Haute-Alsace retournent dans le giron seigneurial. La plupart du temps, ces capitulations sont accompagnées de sanctions collectives allant de l'aliénation de certains droits à juste des mesures symboliques. La justice des vainqueurs s'abattit sur ceux qu'elle considéra être les meneurs du mouvement, ou en tout cas ceux qui étaient encore en vie, et sur ceux qui ont survécu au champ de bataille, bien évidemment. On a l'exemple le plus parlant d'Erasme Gerber qui fut pendu haut et court à Saverne le 17 mai, mais aussi Thomas Münster qui est décapité le 27 mai à Mühlhausen. Wolfgang Schusch qui a prêché la réforme à Saint-Hippolyte, fief du duché de Lorraine, est conduit au bûcher le 21 juin. Il n'existe pas de recensement global des exécutions en Alsace ou dans toutes les contrées touchées par la révolution paysanne. Mais à Ensisheim, capitale de l'Alsace autrichienne, la cour d'assises a prononcé 63 mises à mort entre octobre 1525 et la moitié de l'année 1528. Et ils étaient imaginatifs, entre les noyades, les pendaisons, les bûchers, les décapitations et les écartèlements. Mais en même temps, ça dépendait surtout des tribunaux et des conditions sociales des condamnés. La décapitation pour les nobles et la pendaison pour les autres. L'écartèlement était réservé à ceux qui se sont rendus coupables de crimes de lèse-majesté et le bûcher pour les coupables d'hérésie. Imaginatif, oui, mais selon les règles, s'il vous plaît. Dans le comté de Hanau-Lichtenberg, le comte Philippe II, malgré le sac de son château de Bouxwiller et la mise à sac de plusieurs maisons religieuses, ne prononce aucune condamnation à mort. Mais les amendes punitives sont très lourdes. Et entre nous, entre devoir payer un bourreau et que le condamné paye une amende, il a choisi ce qui lui était le plus profitable. À Dorlisheim, l'ensemble des 92 chefs de famille doit payer une amende de 329 florins. C'est d'ailleurs assez récurrent. Plus que les condamnations à mort, les tribunaux locaux ont, semble-t-il, préféré appliquer des peines de bannissement, de privation de droits, d'astreinte et surtout de lourdes amendes. Et ça s'est même étalé dans le temps. Comme lorsqu'en 1532, l'abbé d'Aldorf réclame 36 000 florins au titre de dédommagement de guerre, ce qui est une somme considérable pour l'époque. Et aujourd'hui, que nous reste-t-il de cette première révolution dans le sens moderne du terme? Probablement, surtout des souvenirs des légendes. Après tout, on parle de 500 ans maintenant, et les traces des champs de bataille ont quasiment toutes disparu. Il faut bien se rendre compte que l'idée même de conservation du patrimoine est une idée assez récente. Et puis, entre le pouvoir en place qui veut probablement faire oublier cette histoire, et les populations qui n'ont pas forcément envie de se rappeler d'une défaite, le peu de traces subsistant a été oublié ou confondu avec les conflits qui ont suivi, et notamment la guerre de 30 ans. Mais un tel conflit, d'une telle intensité impliquant la destruction ou la prise de couvents, de monastères, de villes et de villages, des lieux qui parfois ne s'en relevèrent jamais
accompagné par plusieurs milliers de morts, dont 21 000 environ pour la seule Alsace, ça laisse des traces. En Alsace, on présente encore aujourd'hui cette guerre comme étant la source de la mésentente entre Lorrains et Alsaciens. Le massacre de Saverne y serait pour beaucoup, et de là viendrait apparemment l'expression « Falsch wie Lothringer », faux comme un Lorrain, et qui désigne un menteur, voire un traître. Il y a aussi la légende qui veut que le gilet rouge traditionnel des Alsaciens symbolise le sang versé par les Alsaciens durant cette guerre, et dont le premier à avoir porté un tel habit aurait été un certain Hitteljörg, qui aurait été le chef de l'insurrection. Alors qu'en réalité, la seule trace que nous avons d'un tel Hitteljörg est celle d'un boucher ayant probablement été un des secrétaires de la bande d'Altdorf, qui était commandé par Erasme Gerber. L'artiste Albrecht Dürer avait bien projeté la création d'un monument de commémoration de la guerre des paysans de 1525, mais il n'a finalement vu le jour que bien plus tard, à Mühlhausen, le 4 avril 1525. Alors finalement, il en reste quoi? Des idéaux brisés par la force des armes, déjà. Mais pas seulement. Il y a des ossuaires qui se trouvent non loin des principaux lieux d'affrontement et dont on s'est demandé s'ils avaient un lien avec le conflit. À Lubstein, lieu de la première confrontation entre les paysans alsaciens et l'armée du duc de Lorraine, il y a un ossuaire datant de 1503 et dont on pense que les os viennent des victimes de la bataille du 16 mai 1525. À Dambar-la-Ville, on attribue les ossements aux morts de l'invasion des Armagnacs de 1444 ou au combat de 1525, qui auraient été déplacés depuis des cimetières de villages disparus. Mais pour Saverne, où sont passés les milliers de morts du massacre? Il y a deux hypothèses. Soit ils ont été enterrés dans des fosses communes, soit une partie se trouverait dans une crypte ossuaire située à proximité de l'église paroissiale, mais elle a été murée en 1898. Pour FX, c'est un peu plus compliqué, même s'il a été prouvé que la plupart des ossements concernent des individus dans la force de l'âge et qu'un quart des sujets portaient des traces de coups violents qui pourraient faire penser à des victimes de la guerre. Mais FX, c'est à 10 km du champ de bataille de Scherwiller et ces morts ne peuvent être formellement attribués à la bataille de Scherwiller. Mais là aussi, l'idée d'un transfert depuis des cimetières disparus est posée. Il aurait existé une maison des eaux à Scherwiller jusqu'en 1842, sans qu'il en soit fait mention par la suite. Ce n'est que bien plus tard que des poètes, des chroniqueurs et des historiens ont commencé à s'intéresser à la guerre de 1525. Les ouvrages sont multipliés à partir du 19e siècle. Et ce n'est que progressivement que l'événement de la guerre des paysans de 1525 va prendre une place de plus en plus importante dans l'historiographie de l'Alsace et dans la mémoire collective. Porté tout d'abord par l'historien Christian Pfister, qui lui consacra plusieurs conférences reprises par la presse, qui s'en est fait la caisse de résonance à l'occasion des 400 ans du conflit en 1525. On note d'ailleurs une différence entre la presse locale à tendance plus républicaine, qui voyait volontiers des précurseurs de la Révolution française de 1789, et la presse plus religieuse et traditionnelle, qui mettait plus l'accent sur les destructions des lieux de culte et le rôle de Luther. La presse socialiste présentait cette guerre comme un combat pour la liberté, précurseur des révolutions de 1848, et la presse communiste y voyait une lutte des classes, paysans d'un côté, noblesse et clergé de l'autre. En 1575, la République démocratique allemande émit une série de timbres pour commémorer les 450 ans du conflit. Elle mit également en chantier le panorama de la guerre des paysans, une œuvre d'art monumentale de 1722 mètres carrés commémorant la guerre des paysans, logée dans un musée qui ouvrit ses portes en 1989. Quasiment au même moment, en 1988, fut inauguré un musée de la guerre des paysans allemands dans la ville de Böblingen, lieu d'une des batailles du conflit. Ce n'est que très récemment, lors de fouilles effectuées entre 2008 et 2021 à Châtenois, soit juste à côté du champ de bataille de Scherwiller, qu'a été remis à jour des vestiges archéologiques de la guerre des paysans. Des traces d'un incendie volontaire fait par les paysans révoltés, confirmées par la présence de 4 boulets de pierre, très certainement lancés par des trébuchets utilisés par les paysans. L'intérêt pour la guerre des paysans n'a plus perdu d'intérêt, surtout en cette année des 500 ans de l'événement. En témoigne le nombre incroyable de manifestations et de publications qui ont vu le jour durant ces 2 dernières années. Entre publications, cycles de conférences, documentaires, expositions et manifestations, et pas qu'en Alsace. Il est impératif de souligner le travail de l'association 1525, une révolution oubliée, qui a sorti ce qui m'a servi de bible durant la rédaction de ce script, le dictionnaire de la guerre des paysans.
On en arrive à la fin de la vidéo. Il y aurait encore tellement à dire sur le sujet, mais je pense qu'après 10 pages de script, c'est déjà pas si mal. Il y aurait tellement à développer sur la Révolution paysanne. J'ai à peine effleuré les événements qui ont eu lieu dans le reste du Saint-Empire, mais restons-en à l'histoire de l'Alsace ici. Il est important de noter que ces événements qui ont eu lieu à l'époque étaient tous importants. Le rôle de Luther, je l'ai à peine effleuré. Le rôle de Münzer à Frankenhausen, pas mieux. Je l'ai à peine évoqué. Sinon, il y a toujours les livres. Le dictionnaire de la guerre des paysans, bien entendu, mais aussi l'ouvrage particulièrement complet, La guerre des paysans, l'Alsace et la révolution du Bundschuh de Georges Bischoff. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je remercie les collègues du label Hérodote pour leur relecture. Les circonstances ont fait que la vidéo ne sort que maintenant. Du coup, je ne sais pas si je pourrais encore réaliser une autre vidéo sur l'histoire de l'Alsace cette année. Peut-être bien, peut-être pas. Si ça se trouve, ça peut encore bien se goupiller, mais il y a peu d'espoir. Je sais que je les avais promises dans la vidéo des 10 ans. Je suis désolé pour ça. Donc ne vous en faites pas. Celles que j'ai listées restent d'actualité, elles seront réalisées. En attendant, comme d'habitude, un petit commentaire, un pouce en l'air, je sais pas moi, partagez la vidéo, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois. Bis Paul pour une prochaine vidéo, für eine nächste Video. Salut Bissom.